Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude du lundi au jeudi. Le mardi, jeudi, c'est Tommy Auger de Cogeco TV qui co-anime avec moi. Bonjour Tommy. Salut! Tommy, on a un petit changement à l'horaire, là. Tantôt sur l'émission à Daniel, j'avais annoncé qu'on parlerait d'Anticosti. Il y avait une conférence de presse ce matin de la CSN qui appuie la candidature de l'île d'Anticosti. Le maire y était, le maire d'Anticosti, le chef de Mingan également, et bien sûr les porte-paroles de la CSN et le préfet de la Minganie, Luc Noël. On va plus en reparler demain à nos bulletins d'information régionales. Là, pour ce midi, on va ouvrir en parlant de tourisme. Tu sais qu'on a un nouveau directeur général à Tourisme Côte-Nord. Les deux ATR là qui travaillent beaucoup ensemble. On a fusionné certains postes. C'est Monsieur Mario Leblanc et il sera avec nous dans quelques instants. Monsieur Leblanc, on va parler entre autres de tourisme hivernal, du potentiel touristique de la région et toute la structure là des deux ATR qui fusionnent pas vraiment mais qui travaillent beaucoup ensemble. Mario Leblanc a été nommé en décembre, le 20 décembre, comme directeur général de Tourisme Côte-Nord. Il sera avec nous, de même que la responsable des communications au sein de cette organisation, Madame Catherine Allard, dans quelques instants. Ensuite de ça, on s'entretient avec la députée de Duplessis qui sera avec nous en direct. Ben oui, exactement. C'est le début de l'année, donc c'est le temps de commencer à voir les perspectives 2017. Nouveau chef du côté du Parti québécois, donc nouvelle dynamique à l'intérieur même du parti, parce qu'on le sait, le chef va amener sa couleur malgré des gens qui sont là depuis quand même longtemps comme Madame Richard. Il y aura des priorités, autant régionales que nationales pour le Parti québécois. On aura également là en studio le Joey Champagne qui est président du conseil jeunesse du Parti québécois. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, un conseil jeunesse? Quelle influence ça a réellement sur le grand parti? C'est plein de sujets dont on discutera et plein d'autres avec Madame Lorraine Richard, députée du comté de Duplessis. Au palais de justice, lors de la comparution de Danny Bernatchez la semaine dernière, le procureur mentionnait que les agents de la paix là, des services correctionnels avaient vécu beaucoup de stress, de peur autour de la prise d'otage du 22 juin 2016. Ce midi, on va poser quelques questions au président du syndicat là, qui représente ces gens-là. Il s'agit de Mathieu Lavoie, c'est le président national du syndicat des agents correctionnels, des agents de la paix, des services correctionnels. Donc, il a parlé aussi aux membres là, puis au président local à cette île. Il va nous expliquer un peu comment ça s'est passé, mais comment ont vécu ça les membres de l'intérieur. Ces gens-là ont pas nécessairement le droit de parler là dans les radios. Hein. C'est des employés du ministère de la Justice, de la Sécurité publique plutôt. Ils n'ont pas le droit d'aller sur la place publique pour répondre aux questions des journalistes. Mais le président du syndicat, lui, il croit carrément que c'est une sentence bonbon, là, même si on a donné 16 ans de prison pour Danny Bernatchez. C'est pour l'ensemble de son œuvre, je dirais, mais non pas seulement pour la prise d'otage. Donc, Mathieu Lavoie, président du syndicat des agents de la paix du service correctionnel du gouvernement du Québec, sera avec nous. Et en fin d'émission, on parle du défi J'arrête, j'y gagne. Véronique Lanoux du centre de santé de cette île sera avec nous pour nous parler de ce défi qui revient chaque année. Hein, c'est une opportunité. C'est J'arrête, j'y gagne. Ça concerne bien sûr le tabac, arrêter de fumer. Alors, on en reparle en fin d'émission avec Véronique Lanoux. Voilà, avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben oui, un point de presse ce matin, la CSN Côte-Nord qui presse le gouvernement du Québec d'agir pour la candidature d'Anticosti à l'UNESCO. La CSN a réuni à cette île le maire d'Anticosti, le préfet de la Minganie et le chef de Mingan. Ces gens-là sont convaincus d'avoir un très bon dossier entre les mains, là, mais il manque l'appui du gouvernement du Québec qui est propriétaire de l'île. Donc, il faut que le gouvernement adopte une résolution concernant la reconnaissance
patrimoniale. Et ensuite, c'est le gouvernement fédéral qui va prendre en charge le dossier. Et ça se fait dans le cadre du 150e. Donc, les chances sont bonnes. En même temps, bien sûr, le maire d'Anticosti ne se le cache pas. Il est opposé au forage avec fracturation hydraulique par la compagnie Petrolia. Et le dossier de la reconnaissance à l'UNESCO est une bonne façon de s'opposer au projet, semble-t-il. Le maire de Sept-Îles rencontrera demain les ministres Pierre Arcan et Martin Coiteux concernant l'aide aux sinistrés de la tempête du 30 décembre 2016. Régent Porlier constate que plusieurs questions persistent. Il veut des réponses, entre autres concernant les terrains disponibles pour relocaliser les maisons maintenant trop proches de la mer. Le conseil municipal de Sept-Îles tenait hier soir sa première rencontre publique de 2017. Le maire Porlier en a profité pour inviter les citoyens à être patients concernant le déneigement. Il précise que les averses de neige abondantes et rapprochées compliquent le travail. La ville de Sept-Îles est déjà assurée de réaliser un dépassement des coûts de déneigement prévus au budget 2017. La politique de déneigement est publiée sur le site Internet de la ville. La majorité des travailleurs sociaux et psychologues de la Côte-Nord vivent une détresse élevée en raison des compressions budgétaires et de la réorganisation du réseau de la santé, selon un sondage commandé par le syndicat APTS. 56% des répondants au sondage à l'emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord ont affirmé qu'ils vivaient une détresse élevée ou très élevée. Le porte-parole régional du syndicat, Sylvain Sirois, croit que le ministre Gaétan Barrette est le grand responsable de cette situation catastrophique. 65% des répondants de la Côte-Nord disent qu'il manque de temps pour effectuer leur boulot correctement. La PTS rappelle qu'à Port-Cartier, on ne remplace plus le personnel absent au programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, ce qui cause une importante surcharge de travail. Au laboratoire de l'hôpital de Sept-Îles, 3 personnes sont parties à la retraite et n'ont pas été remplacées. On poursuit dans des dossier syndical. Le syndicat des métallos a négocié un nouveau contrat pour les travailleuses de la Villa Port-Cartier. Elles verront leur salaire passer de 11,34 $ à 15,19 $. Les 10 travailleuses obtiennent aussi une meilleure prime de nuit et un plan de retraite, en plus de la hausse salariale de 34%. Il s'agit d'un deuxième contrat négocié par les métallos depuis la syndicalisation. Le représentant syndical Yves-Aimé Boulay clame mission accomplie. Il croit que l'employeur trouve son compte avec une entente qui va aider à retenir le personnel qualifié en poste. Il précise que les travailleuses de dépanneurs gagnaient plus cher avec moins de responsabilités que les préposés aux bénéficiaires de la résidence pour aînés Villa Port-Cartier. Et pour conclure, on va parler d'un patron champion, Tommy. Je parle de l'homme d'affaires de Sept-Îles, Steve Guillemette, qui a complété hier après-midi l'ascension du plus haut sommet des Amériques, le mont Aconcagua. Le président du groupe G7 à Sept-Îles est fier de la réalisation de ce grand défi personnel. Il l'a fait au profit de la fondation de l'hôpital de Sept-Îles. À peine arrivé sur le toit des Amériques, Steve Guillemette a témoigné ainsi des principales difficultés d'un tel défi. C'est tout le montant qui est extrêmement difficile. On est à 7000 mètres d'altitude, 40% d'oxygène, c'est vraiment pas facile. Là. Les pentes de 60%, la glace, la roche, les précipices de 1 km, là, c'est vraiment pas facile. Là. Bravo à Steve Guillemette, c'est vrai qu'en altitude, on manque d'oxygène, ce qui complique la performance physique. Steve Guillemette n'en était pas à son premier défi d'escalade. Pour s'entraîner l'été, qu'est-ce qu'il faisait à cette île? Il montait à plusieurs reprises les marches du centre plein air du lac des Rapides. Parce qu'on n'a pas grand montagne de ce genre dans le coin, on va dire ça. Non, l'oxygène est quand même bon au sommet de Galix, mettons. Pas mal au niveau de la mer. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On s'entretient avec le nouveau directeur général de Tourisme Côte-Nord dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Attitude. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente.
Cet hiver, votre concessionnaire GM Pascal Automobile vous en donne plus. Pendant les jours plus pour votre échange, échangez votre véhicule et obtenez jusqu'à 1500 $ de plus sur un véhicule neuf admissible. Avec, en plus, des taux jusqu'à 0% et des rabais pouvant atteindre 5000 $. C'est en plein le temps de passer avec un GM neuf. Et en plus, à l'achat d'un véhicule, vous obtenez automatiquement un voyage pour 2 personnes dans un parc thématique à Orlando, avion et hôtel inclus. Tout ça chez Pascal Automobile, au 109 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Passez nous voir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, Tommy, il a été nommé directeur général de Tourisme Côte-Nord le 20 décembre dernier. Monsieur Mario Leblanc est avec nous ce midi à Côte-Nord Attitude. La responsable des communications de l'organisation est également avec nous, Catherine Allard, qu'on connaît plus. Bonjour. Bonjour. On va parler un peu plus avec Monsieur Leblanc, qu'on connaît moins là sur la Côte-Nord. Quand même, un nouvel emploi juste avant les fêtes. Monsieur Leblanc, étiez-vous déjà dans le domaine du tourisme, quoi? Vous étiez dans la région de Québec avant? J'étais dans la région de Québec et puis, oui, ça s'est confirmé avant les fêtes, mais j'ai débuté hier. Ça fait que ça fait... Ah oui, c'est le début, oui, là. C'est le début. Je brise la glace avec vous. Et oui, j'étais dans le tourisme. J'ai travaillé dans la région de Québec, autant au niveau des CLD. J'ai travaillé à la Ville de Québec, mais ça fait 25 ans que je suis dans le développement économique. Et un petit peu plus, là. Et notamment sur la côte de Beaupré, qui est là où se trouve le Mont-Saint-Anne. Mm-hmm. Et là, ça donne bien commencer un emploi comme ça en janvier. On planifie. C'est sûr que la saison touristique, on parle de l'été. On va parler un petit peu de motoneige tantôt, là, mais la grosse saison touristique partout au Québec, c'est la saison d'été. Quoique ça se déplace maintenant avec les croisières, ça se déplace vers l'automne. C'est ce qu'on veut, la prolonger, notre saison touristique. Est-ce que vous connaissiez la Côte-Nord comme touriste, avant aujourd'hui? Je connaissais la Côte-Nord comme touriste, mais ce serait de mentir que je connaissais toute la Côte-Nord. Et puis ça fait partie de mes projets à très court terme, de les rencontrer. Et ça, c'est ce que je souhaite comme organisation, je souhaite comme directeur général, d'être près des membres, de bien connaître le territoire et d'aller rencontrer les gens qui font que cette région-là, elle est ce qu'elle est et qu'elle est dynamique. Et puis ça, je vais le faire. Je me propose de le faire cet hiver, mais ce sera pas la seule fois. Parce que vous dites, là, ça serait mentir que vous connaissez la Côte-Nord. Je suis natif de la Côte-Nord et je ne connais pas de toute façon la Côte-Nord au grand complet. C'est tellement un territoire immense. L'importance de l'équipe en place, parlez-nous-en. Il y a l'équipe en place et il y a 2 bureaux. Quand on parle de tourisme Côte-Nord, bien que les 2 associations touristiques demeurent. Chacune des associations va continuer d'avoir son conseil d'administration, mais on unit nos efforts, on continue d'unir nos efforts parce qu'il y avait déjà du travail qui avait été fait, mais là, on vient de franchir un cap supplémentaire avec une direction générale commune. Et le territoire est grand. Il y a 2 bureaux qui sont quand même pas à une distance si énorme que ça. Et puis, chaque équipe est déjà près de ses membres et va continuer de l'être. Et ça, pour moi, c'est très important. Et aussi qu'on se concentre sur notre mission, qui est de faire la promotion, qui est de continuer de travailler et d'appuyer les gens qui ont des projets de développement et de travailler avec les partenaires. Et une question qui vient souvent, là, comment je vais faire pour diriger un grand territoire comme ça? Mais c'est déjà un grand territoire, même lorsqu'ils sont séparés. Et mais il y a des moyens technologiques aujourd'hui. Les organisations, les 2 équipes sont autonomes, sont compétentes, et puis il y aura des personnes responsables dans les 2 bureaux, puis ça va fonctionner, puis ça va bien fonctionner. Ouais. Pourquoi vous dites que c'est important de garder 2 entités, 2 ATA, 2 conseils d'administration? Maintenant qu'on a fusionné la direction générale, on pourrait pas tout fusionner? Il me semble que ça serait moins compliqué pour le nouveau directeur, là. Moi, ça me paraît pas si compliqué. Parce que j'ai déjà dirigé des organisations ou participé à des conseils d'administration d'organisations qui étaient beaucoup plus petites sur un petit territoire et qui avaient juste un CA. Puis des fois, c'est bien compliqué. Mais moi, j'ai confiance aux gens qui ont pris la décision. C'est les gens de l'industrie qui ont pris cette décision-là. Ils ont jugé que c'était la meilleure chose à faire. Et il y a une chose aussi qu'il faut faire attention. Des fois, quand on brasse trop les structures et des fois trop vite, on perd le fil, on perd l'essentiel de ce qu'on veut faire. Et durant ce temps-là, on gaspille du temps et de l'énergie sur d'autres dossiers, d'autres priorités qui sont pas celles pour lesquelles on doit travailler. Comme de l'énergie mal placée, c'est se chicaner, les guerres de clochers entre Sept-Îles et Bécomo. Chacun veut tirer à couvert de son bord. Pour vous, ça n'a pas lieu d'être.
Ça n'a pas lieu d'être. Et puis, les 2 conseils d'administration, moi, ça va c'est à moi que ça va incomber à gérer ça, puis ça sera pas aux membres qui vont s'en rendre compte, puis ça se répercutera pas sur le service qu'on va octroyer, parce que les 2 équipes vont rester en place. Qu'est-ce que vous diriez du potentiel de la région? Parce que c'est pas une région super fréquentée, là. Vous venez de Québec, le tourisme, vous en avez vu plus dans le Vieux-Québec que vous allez en voir à cette île, au Vieux-Quai, là. Il y a du potentiel, mais on est loin des grands centres. C'est toujours notre difficulté un peu. Comment on va faire pour développer le tourisme là, dans les prochaines années? Là, je m'approprie les dossiers, je m'approprie les stratégies. Ma question arrive vite un peu pour quelqu'un qui est au jour 2 de son mandat. Hein? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce que j'ai lu à date, c'est que notre performance dans les dernières années, notre croissance de fréquentation est plus élevée que celle la moyenne provinciale. C'est que si on peut mais on avait un plan de développement assez ambitieux aussi, là. Puis, oui, on veut passer, je pense, si mes chiffres sont bons, de 440 000 visiteurs à 570 000 en 2020. Alors, et l'industrie touristique dans le monde, c'est c'est une industrie qui croît à peu près 5%. Il n'y a jamais eu de récession de cette industrie-là depuis des années. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, le Canada devient une destination de plus en plus prisée. C'est qu'on est dans un bon moment, là. Moi, je m'adonne que je vais arriver sur la Côte-Nord dans un bon moment, puis on va continuer. On a du potentiel aussi, les beautés, à part les tempêtes, là. On est des athlètes de calibre international, puis l'hiver, l'hiver, il y en a pas partout. L'hiver, il est partout. La neige, l'hiver, il y en a pas partout. Et ça commence à devenir précieux pour ceux qui en ont, comme ici. On parle qu'on a des belles choses pour attirer les gens. Lequel sera peut-être votre joujou, votre nouveau joujou avec lequel vous allez vouloir jouer, les croisières, qui est quand même bien établi, qui est quand même quelque chose d'international, ou vous allez vous concentrer sur le tourisme qui est peut-être un peu plus provincial, un peu plus local? Ça, c'est une excellente question. Puis, mais je répondrai dans une autre entrevue. Parfait. Si vous permettez. C'est 2 beaux joujous. J'ai commencé hier. Ouais, c'est 2 beaux joujous parce que ce qui est impressionnant dans la région ici, avec le développement des croisières, là, on s'ouvre de toutes nouvelles portes à l'international qui, habituellement, les touristes internationaux, c'était de faire de la motoneige l'hiver et ils voulaient venir découvrir notre neige et nos paysages hivernaux. Mais là, on a un tout nouveau spectre qu'on peut découvrir. Vous qui arrivez là, on entrevoit ça avec beaucoup de potentiel. Oui, puis tout ce qui est à l'international, on le fait via le golfe du Saint-Laurent, Québec Maritime. OK, Québec Maritime. Québec Maritime. Et ça, c'est une volonté gouvernementale et on a l'appui du gouvernement là-dedans et on le travaille avec la région de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Et c'est sûr que le potentiel de croissance pour l'industrie touristique est beaucoup à l'international. Mm-hmm. Alors, il faut juste savoir comment qu'on jauge nos efforts et ça, on pourra s'en reparler. Excellent. On va lui donner une petite pause en début de mandat, comme ça, avec nos questions embêtantes, là, puis on va passer à Catherine alors pour parler peut-être de motoneige, Catherine. Elle est habituée avec nos questions embêtantes. J'ai bien aimé ça. En début de mandat, bon, d'abord. Les vidéos de 15, 30, 60 secondes, là, sur la Côte-Nord en motoneige, j'ai bien aimé ça, honnêtement, c'est dynamique, ça a été tourné avec des drones, des belles images de la région. Est-ce que t'as prévenu M. Leblanc que t'en as réservé 30 secondes sur le Super Bowl dans 2 semaines, là? Au coût de, je sais pas combien de millions, là. On n'est pas au courant de ça. Non, blague à part, en fait, c'est ça, les vidéos qui ont été faites de 15, 30, 60 secondes et 11 minutes aussi, un petit documentaire. C'est un court-métrage. Oui, vraiment. Donc, c'est vraiment pour faire connaître la Côte-Nord comme destination motoneige, donc favoriser l'affluence de motoneigistes ici en Côte-Nord sur nos sentiers. Et donc, on a quand même 2241 kilomètres de sentiers dédiés pour la motoneige. C'est un bel espace de jeu et ça vaut la peine de venir le découvrir. Donc, cette campagne-là aussi, elle est là pour montrer qu'on a plein d'outils pour aider les motoneigistes à planifier leur voyage en Côte-Nord. On a des pages, page motoneige, page qui parle de la route blanche aussi, sur notre site tourismecôte-nord.com. On a également une carte motoneige et quad Côte-Nord dont on peut se procurer gratuitement, soit en ligne ou en téléphonant aux ATR. Et voilà. Alors, c'est pour faire mousser vraiment nos beaux sentiers aux motoneigistes et être plus présent sur le web, présent aussi donc dans les différents
sites qui ne sont pas de tourisme Côte-Nord, mais qui font la promotion de la motoneige à cette clientèle-là. Chapeau pour la campagne, mais c'est pas facile de planifier du tourisme en motoneige. La route blanche, officiellement, est pas encore toute ouverte. C'est dur à dire aux gens, on part telle date, puis on s'en va à Blanc-Sablon, là. On a eu un communiqué de presse, oui? là, oui, aujourd'hui, là, qui mentionnait, là, que la route blanche est enfin ouverte. Oui, elle est ouverte de Kegaska à la Romaine, de la Tabatière à Baie-des-Moutons, de Pacoachipi à Saint-Augustin et de Blanc-Sablon à Vieux-Fort. Donc, depuis ce matin, là, ça c'est sorti. C'est une très, très bonne nouvelle. On vient d'étendre notre territoire, là, oui, juste comme ça. Là. Absolument. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est sûr que la collecte de données hivernales pour les motoneigistes, c'est toujours un défi. On y travaille fort avec nos membres pour essayer de savoir qui reçoit les motoneigistes, que ça soit mieux compilé pour qu'on puisse mieux cerner cette clientèle-là et améliorer notre offre de service à la clientèle. C'est un travail qu'on fait depuis quelques années et on va continuer à le faire encore cette année et les hivers suivants. Sinon, en terminant, Catherine, en janvier, comme ça, on est quand même dans la planification. Hein. Souvent, on fait parler de la Côte-Nord sur des salons à Montréal, plein air et tout ça. On prépare le guide, les publicités pour l'été prochain, pour la prochaine grande saison touristique. On ne chôme pas l'hiver quand même chez vous. Absolument pas. On chôme jamais de toute façon en tourisme. Mais effectivement, on se prépare à des futurs salons motoneige à Québec, à Montréal au mois de février qui vont arriver. Le guide touristique, effectivement. Planification de la campagne d'été qui va arriver bientôt, faut la planifier d'avance, donc l'été 2017. Les rapports annuels et tout ça, on chôme pas dans la grande équipe de tourisme Côte-Nord. Et Mario Leblanc, directeur général au jour 2 pour Tourisme Côte-Nord. C'est un beau défi quand même. On est emballé en début de mandat comme ça. Je suis très emballé, très motivé, c'est stimulant. Je suis très, très content de ma décision. Et de la décision du conseil d'administration. Eh bien, un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Merci à vous, au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord Attitude. Je suis le super-héros de la boutique attraction. Non, ça manque de conviction. Je suis le super-héros de la boutique attraction. Ouais, ça c'est bon. Es-tu rendu que tu parles tout seul? Non. Me semble. Et mon super-héros préféré possède quel pouvoir? Ben là, le pouvoir de faire économiser. Avec la boutique Attraction, c'est 50% de rabais minimum sur plusieurs produits partout au Québec. Hôtels, restaurants, divertissements, boutiqueattraction.com, de tout pour plaire à chaque super-héros qui sommeille en nous. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94 1. Je suis le super-héros de la boutique attraction. Non, ça manque de conviction. Je suis le super-héros de la boutique attraction. Ouais, ça c'est bon. Es-tu rendu que tu parles tout seul? Non. Me semble. Et mon super-héros préféré possède quel pouvoir? Ben là, le pouvoir de faire économiser. Avec la boutique Attraction, c'est 50% de rabais minimum sur plusieurs produits partout au Québec. Hôtels, restaurants, divertissements, boutiqueattraction.com, de tout pour plaire à chaque super-héros qui sommeille en nous. De Nashville à la Côte-Nord. Je vous invite à être du rendez-vous ce samedi 17h pour De Nashville à la Côte-Nord. Vos salutations et demandes spéciales. Soyez-y samedi 17h à 21h. Pure FM 94 1. Pa? Quoi? Je peux-tu emprunter l'auto? Ben oui. Puis, pa... T'aurais-tu 20 piastres? Tiens, y a autre chose, là? Ben... Je suis gay. Ouais! Super! Parce que c'est pas toujours aussi facile, Gay écoute. 1-888-505-1010 ou gayécoute.org. Parler, ça fait du bien. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94 Hey, on est chanceux aujourd'hui, on a en direct la députée de Duplessis, Lorraine Richard, qui est avec nous, malgré que d'habitude les débuts d'année, c'est assez chargé. Il y avait toutes sortes de réunions du côté de Québec, du côté du Parti québécois également. On va probablement s'entretenir avec un jeune qui est impliqué au niveau du PQ, là, au Conseil jeunesse, Joël Champagne également. Mais pour l'instant, Lorraine Richard est avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. En forme? Très en forme.
C'est le début d'année. C'est le début d'année. C'est ça. On a plusieurs sujets d'actualité qu'on voulait aborder avec notre député. Entre autres, ce matin, il y avait une conférence de presse de la CSN dans le dossier d'Anticosti. Votre point de vue comme député de l'opposition, vous l'avez surveillé le dossier. Il manque l'appui du gouvernement du Québec avant d'aller à Ottawa, puis éventuellement à l'ONU avec le dossier d'Anticosti. Est-ce qu'on a des chances de l'avoir, cet appui-là? Moi, je pense que oui. D'ailleurs, juste avant les fêtes, les gens de l'île Anticosti ont pu rencontrer le chef du Parti québécois, M. Lisée, on leur a donné notre appui. Récemment, Martine Ouellette était présente à Montréal lors de l'annonce. Ils savent, on a discuté de d'autres dossiers aussi par rapport à toute la municipalité de l'île Anticosti. Moi, je trouve que ce serait une très, très bonne nouvelle que le gouvernement libéral commence à dire qu'ils sont d'accord et qu'ils fassent les démarches auprès d'Ottawa, là. En tout cas, le maire était très, très confiant. Il est convaincu qu'il y a un dossier là solide, qui manque seulement l'appui. Le fait que ça arrive avec le 150e du Canada aussi, ça pourrait aider à l'UNESCO. Il semble que, en tout cas, on s'est comparé là à d'autres dossiers dans le passé, puis on a un dossier solide. En même temps, ça met l'opposition là à Petrolia puis au projet de Petrolia. C'est clair pour le maire, le préfet en Mingani et le chef de Mingan qui était là ce matin là. Absolument. On a tous compris la même chose. On parlait de rencontres. Il y a eu plusieurs rencontres, dont celle du caucus des députés de l'Est du Québec pour le Parti québécois. On a un communiqué sur l'érosion des berges. La tempête ici, le 30 décembre, ça a frappé fort en baptême, là. J'ai pas de misère à croire quand vous dites dans votre communiqué qu'il y a beaucoup d'appels au bureau de la députée ici, des gens sinistrés qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. On est un peu débordé avec tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ont été bien servis par la Ville, qui est premier répondant, et par le ministère de la Sécurité publique, les deux ministres qui sont venus constater quelques jours après? Ça s'est bien passé, selon vous? Oui, je pense que dans l'état de situation, là, quand on a vu la tempête avec les ravages qu'elle a fait, puis tout le phénomène de l'érosion, on a quand même eu deux ministres qui sont venus, la Ville, la Sécurité publique, répondaient aux citoyens, les gens pouvaient facilement rejoindre les intervenants dans ce dossier. Nous, ce qu'on a discuté beaucoup, mes collègues qui font partie du caucus de l'Est, c'est que, vous savez, l'érosion des berges, ça peut arriver là, juste avec la tempête qu'on a connue là, durant les fêtes. Il n'y a pas de plan de match de la part du Parti libéral. On connaît certaines problématiques. On connaît certaines solutions qui pourraient être apportées. C'est des coûts extrêmement importants. Et on semble, en tout cas pour le moment, les libéraux semblent agir qu'en état vraiment d'extrême urgence. Donc, ce qu'on a demandé, nous, c'est de vraiment avoir un plan de match, c'est d'avoir une cellule de crise. Monsieur Proulx était plus ou moins d'accord avec le thème, mais disons un comité interministériel, parce qu'il y a beaucoup de ministères impliqués, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la sécurité publique, au niveau de la municipalité, c'est pas facile pour personne. Donc, on demande une certaine coordination, et au-delà des études, il y a des solutions déjà. Écoutez, anciennement, avec la conférence régionale des élus, on avait Monsieur Morneau qui régulièrement, moi je le rencontrais, on était au courant de la situation. Il y avait certaines études qui avaient été faites. C'est passé où tout ça? Là? Qu'est-ce qu'on en a fait? Dans ce dossier, on a appris hier durant la séance publique du conseil municipal que le maire de Sept-Îles allait rencontrer les ministres Arcan et Coiteux cette semaine dans ce dossier. Vous dites avoir été interpellé par plusieurs citoyens. Est-ce que vous voudriez faire partie de cette rencontre pour avoir des échanges avec eux? C'est sûr que j'aurais bien aimé pouvoir participer à cette rencontre, c'est-à-dire, excusez-moi, mais je pense que l'autonomie du maire de Sept-Îles, M. Porlier, a fait en sorte que celui-ci, lors de la visite, sûrement a organisé une rencontre. Et non, malheureusement, je n'ai pas été convié à participer à cette rencontre. D'autres dossiers là qui retiennent mon attention. Nouvelle année 2017, ça fait à peine quelques semaines, quelques mois que votre nouveau chef est en fonction, Jean-François Lisée. Est-ce qu'il restera pour toute 2017, pour l'année au grand complet? Moi, je le souhaite sincèrement, mais oui, il va rester. On a appris à découvrir Jean-François Lisée. Moi, je le connais comme collègue. J'ai appris à le découvrir comme chef. Je peux vous dire qu'on a eu un CNPP il y a de ça 2 semaines. Il y avait plus de 500 militants dans la salle. Ça s'est très bien passé, une très bonne ambiance. Et avec Jean-François, il n'y a pas d'ambiguïté. Et je pense que c'est ce que les gens voulaient. Autant les gens qui croient à la souveraineté, autant ceux qui sont péquistes, qui sont derrière nous, mais qui disent
c'est utopique de croire qu'on était capable d'aller vers une élection référendaire en 2018. Donc, Jean-François a été très clair. On va se débarrasser des libéraux qui ont mis à mal tous les Québécois et les Québécoises par des mesures d'austérité, par des structures, qu'on garde en santé ce qui se passe, les CPE, etc. Et on a un plan de match. Écoutez, on a M. Plamondon qui va venir bientôt. Écoutez, pas juste les péquistes, tous les citoyens et les citoyennes. On va bonifier la proposition principale. On va prendre le pouvoir en 2018. On commence déjà à se préparer pour une élection référendaire en 2022. C'est clair avec M. Lisée. Donc, de ce que je peux comprendre, vous êtes d'accord avec la proposition qui a été acceptée du fait de reporter une éventuelle proposition référendaire pour 2022? Oui, parce que il faut faire le constat. Il faut faire le constat que, les jeunes sont plus ou moins convaincus de l'importance de la souveraineté. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail de terrain, de mobilisation, d'aller chercher tous les souverainistes. Et ultimement, le parti qui peut amener la souveraineté, c'est le Parti québécois, parce qu'il faut être au pouvoir. Donc, on va faire notre travail. Vous allez voir, il y a beaucoup d'activités, même dans Duplessis. Vous parlez de jeunes, il y en a d'autres. Le vote se divise, des partis qui projettent de faire la souveraineté. Il y en a d'autres et le vote se divise. Mais la députée de Duplessis vient de mentionner là, que les jeunes ne sont pas toujours au rendez-vous. On en a un qui est au rendez-vous. Il s'appelle Joey Champagne. Il est président du Conseil jeunesse du Parti québécois sur la Côte-Nord. Bonjour, Joey. Bonjour. Des jeunes convaincus pour la souveraineté, est-ce qu'il y en a beaucoup ou bien c'est minime, là, d'après toi? Il y en a. C'est au niveau du degré que c'est pas nécessairement clairement défini. Au niveau si je vous parle simplement au niveau du Parti québécois, le membership est en constante augmentation depuis, je vous dirais, 2014, fin 2014, début 2015. Donc, il y a un intérêt, mais c'est au niveau du degré de pertinence, à savoir si c'est urgent ou pas, que là, les jeunes, ils n'ont pas été nécessairement concernés par les débats qu'on a eus en 80, en 95. On n'était pas là. Donc là, on a un travail à faire avec ces jeunes-là pour qu'on puisse, parce qu'il y en a qui sont convaincus, dont moi. Moi, je suis très convaincu, mais encore là, il faut que je sois outillé également quand on va arriver en 2022, si on est apporté au pouvoir, puis qu'on se lance dans une campagne référendaire. La question est comment je vais la promouvoir, cette souveraineté-là. Puis c'est là qu'il y a du travail à faire. C'est clair que faut quand même être à l'écoute de la population en général, puis c'est vrai, faut l'admettre, et c'est pour ça qu'on a changé notre plan de match. C'est clair que faut recaptiver l'intérêt des jeunes à l'échelle nationale là-dessus. Ça, c'est clair. C'était clair aussi là que quand moi j'avais 18-20 ans ou Lorraine Richard quand elle avait 18-20 ans, c'était la très vaste majorité des jeunes qui étaient pour le oui, pour la souveraineté. Exactement. Est-ce que tu dirais que le projet souverainiste a mal vieilli, qui rejoint moins les jeunes de ta génération à toi? En fait, c'est parce qu'on a arrêté d'en parler. Jusqu'à aller en 95, on le mettait à jour couramment, on en parlait, puis on n'avait pas de gêne d'en parler. On a arrêté d'en parler depuis 95, puis c'est comme devenu tabou un peu, là, d'une certaine façon. Puis on est capable de faire un mea culpa, on a une certaine responsabilité au Parti québécois à cet effet-là. Mais de dire qu'il a mal vieilli, non, moi je pense plus que c'est une question de le renouveler puis de le ramener aux intérêts des jeunes d'aujourd'hui. Parce que vous l'avez dit, il y avait une vaste majorité en 80 et en 95 qui était pour l'indépendance du Québec, mais le projet était adapté à la réalité du moment. Là, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Monsieur Champagne, convainquez-moi que les ailes jeunesse des différents partis politiques, vous, le Parti québécois, ont une réelle influence sur le grand parti. Souvent, je crois que Est-ce que vous êtes vraiment écoutés? Oui, ça, sincèrement, oui. Puis, je vais vous dire que le dernier Conseil national l'a démontré. Les jeunes ont adopté certaines propositions on touche à toutes sortes de sujets, évidemment, mais je voudrais de plus en plus. J'aurais tendance à vous dire ça. C'est vrai qu'il y avait un certain temps où les jeunes étaient un petit peu démobilisés, puis ça, par conséquent, ça a un effet sur le parti directement. Mais là, c'est plus le cas. Les jeunes sont mobilisés. Puis je parle pour le Parti québécois, je sais pas pour les autres partis parce que j'y suis pas. Mais pour le Parti québécois, de plus en plus. Puis je vous dirais qu'avec l'arrivée de M. Lisée, oui, vraiment, il y a une écoute très claire des jeunes, puis il y a une influence. C'est sûr qu'il y a des débats, parce que, il y a plusieurs générations, mais oui, on a une influence, puis c'est encourageant, moi, je vous dirais, là. En tout cas, moi, au dernier Conseil national, j'ai été encouragé parce que on a vraiment découvert que l'influence des jeunes était en augmentation partout.
Tu parles de l'arrivée de M. Lisée, il y a aussi l'arrivée de Bernard Rambaud-Gauthier dans le comté qui va peut-être changer la donne. As-tu l'impression que les jeunes dans ton entourage là sur la Côte-Nord vont être tentés par le nouveau parti citoyen au pouvoir et son coloré porte-parole? Écoutez, pour le moment, trop tôt pour le dire. Moi, je pense plus que pour le moment, on y accorde peut-être un peu trop d'importance parce que je vous dis, franchement, c'est un parti qui n'a pas de programme pour le moment. On a juste le coloré personnage, justement, qui en fait la promotion. Quand il y aura le programme, on débattra, on en discutera, puis on verra à partir de ce moment-là qu'est-ce qui sera pertinent pour les jeunes ou pas. Mais pour le moment, je vous dis, franchement, je sens pas qu'il y ait un intérêt au niveau des jeunes parce que les jeunes disent, c'est bien beau aller faire des conférences de presse ou des entrevues à la télévision, mais faut-il encore avoir une pertinence au-delà du discours? Donc là, on a du chemin à faire. Lorraine Richard, j'ai l'impression que ton futur adversaire, Rambaud-Gauthier, dérange quand même dans le comté, là, et peut-être qu'il essaye de courtiser aussi ta collègue du Bloc québécois, Marilyn Gill, d'après ce qu'il a pu dire à tout le monde en parle. Il l'a traité de solide, alors que Lorraine Richard a plutôt eu droit aux insultes. Ça annonce mal pour la prochaine campagne électorale, quoi? Absolument pas. Écoutez, moi, je gère pas les propos de M. Gauthier au quotidien. Ses propos sont propres à lui. Moi, je me sens solide. Je suis députée de Duplessis depuis 2003. Je suis fière de mon bilan, autant au pouvoir qu'à l'opposition. Et M. Gauthier a décidé de lancer un mouvement citoyen au pouvoir. On verra ce que ça donnera, comme le disait M. Joël Champagne. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de programme. Au-delà de fédérer des mécontents, on peut tous être fâchés de ce qui se passe. Au-delà de ça, ça prend des idées, ça prend un programme. Qu'est-ce que vous allez emmener de nouveau? Pas juste dire je vais aller chialer à l'Assemblée nationale. C'est plus que ça. Madame Richard, quelle sera votre priorité pour la dernière année de mandat dans lequel vous êtes présentement? Va de continuer, écoutez, à défendre mon monde. On va, avec l'équipe du Parti québécois, on a des propositions à emmener sur la table. Vous savez, on est en constante discussion. Bon, on est en l'élaboration de notre programme. On a un congrès en septembre. On a la tournée de M. Plamondon, je vous l'ai dit. Je prépare mon assemblée générale en pensant qu'il va être le 5 mai à Sept-Îles. On a le congrès régional cette année du Parti québécois qui se tient à Port-Cartier le 6 mai. Donc, au niveau du parti, beaucoup. Au niveau de moi, comme députée, vous avez parlé tout à l'heure de l'île Anticosti. Moi, c'est un projet qui me tient à cœur. Avec un lien interrive, d'ailleurs, entre la Malganie et la Gaspésie. On a beaucoup de projets. Récemment, on parlait de touristes tantôt, là. On va le développer, le tourisme, hein? On a l'île Anticosti. Écoutez, c'est un joyau au niveau du tourisme qu'on peut développer. Vous savez aussi que dans la région, c'est difficile en ce moment au niveau économique. D'ailleurs, on a eu une discussion la semaine dernière avec certains élus. On perd beaucoup de postes au niveau de la fonction publique. On a des cadres qui s'en vont, que ce soit au niveau du MRN, au niveau du ministère des Transports. Donc, on a décidé de former un comité de travail et de regarder ça aussi, parce qu'on le voit en santé, on le voit dans d'autres domaines. La population se vide souvent de personnes qui travaillent à la fonction publique. On va regarder aussi, moi je vais regarder avec mon équipe, je parle parce que j'ai une équipe super qui travaille avec moi ici à Sept-Îles et une autre personne à Québec, tout ce qui se passe au niveau de la santé. Moi je dis toujours la santé, l'éducation, c'est au cœur même des préoccupations des citoyens. Il y a présentement, écoutez, des coupures importantes au niveau de la santé. Et demain, il y a d'ailleurs aussi une réunion du conseil d'administration où on va sûrement présenter un plan budgétaire. Donc, ça va faire encore mal une autre fois de plus, là. Optilab, là, on essaie de nous dire que c'est pas grave que, on centralise à Chicoutimi, ça n'a pas d'impact sur les patients, ce qui est complètement faux. Vous avez des techniciennes, moi je suis allée hier à Port-Cartier, des techniciennes en laboratoire qui maintenant vont être affiliés au CIS de Chicoutimi. C'est tout être aussi, tout ce qui s'en vient à l'aide à domicile, est-ce qu'on aura les moyens? Beaucoup de gros dossiers encore sur la table pour l'année 2017. C'est tout le temps qu'on a. Madame Lorraine Richard, députée de Duplessis, et Joël Champagne, qui est président du Conseil jeunesse du Parti québécois pour la Côte-Nord. Merci à vous deux. Merci, c'est toujours un plaisir. Au revoir. Bye bye. Attitude. À Port-Cartier, le festival du film de Sept-Îles se poursuit au Cinégraphe. Voyez Le Pacte des Anges avec Marc Messier, Manchester by the Sea avec Casey Affleck, récipiendaire d'un Golden Globe, les comédies Adopte un veuf et Votez Bougon, le drame français La fille inconnue, ainsi que 2 avant-premières, le suspense L'Outsider et le dernier Almodovar avec le film Julieta. Une formule cabaret avec siège réservé dans l'ambiance chaleureuse du graffiti. Billetterie au 766-0101.
pour vivre l'expérience Cinégraphe. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. Viens-tu danser un beau grand slow? On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1 jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1 Côte-Nord. Attitude. Alors, présentement, mon collègue Jean Saint-Pierre est à la recherche du numéro de téléphone pour rejoindre notre prochain intervenant. C'est pour ça que on va continuer en petite pause pendant quelques minutes, le temps de rejoindre le président du syndicat des gardiens de prison là, dans le dossier de Danny Bernatchez. Il a eu 16 ans de prison là, pour différents méfaits, mais dont la prise d'otage à la prison de Sept-Îles. On vous revient dans quelques instants. Côte-Nord. Attitude. Taxi! Pour un taxi, signalez Dièse Taxi sur votre téléphone mobile. C'est dièse 8294 pour la première voiture disponible ou la compagnie de taxi de votre choix. La ligne n'est jamais occupée et le service est 24 heures partout au Canada. Prendre un taxi est plus simple que jamais. Planifiez d'avance aussi. Alors si vous buvez, ne conduisez pas. Composez le Dièse Taxi. Le dièse 8294 sur votre cellulaire. Ce message Dièse Taxi vous a été présenté en collaboration avec Éducalcool. Des frais s'appliquent à l'utilisation au même tarif ou moindre que le 411. Que contient votre trousseau de clés? Les clés de votre maison et de votre voiture? Un dispositif électronique? Une clé USB? Peu importe ce qu'il contient, attachez-y une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous le perdez, l'association pourra vous le retourner par messagerie. Le service des plaques porte-clés, ça fonctionne et c'est gratuit. De plus, quand vous utilisez vos plaques porte-clés, vous appuyez le programme pour enfants amputés. Commandez vos plaques porte-clés à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1 Eh bien, c'est le président du syndicat qui regroupe les agents de la paix des services correctionnels au gouvernement du Québec qui est avec nous, Mathieu Lavoie. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour. Vous êtes dans la région du sud du Québec, de Montréal, où il fait pas beau présentement, là? Dans le verglas, quoi? Je vous dirais que c'est assez intense à Montréal, présentement. C'est assez intense. Nous autres, c'est prévu ce soir et demain, là, pour la Côte-Nord. Là. Monsieur Lavoie, je voulais vous parler, justement, écoute, le procureur a été très clair la semaine dernière, là, lors de la comparution de Danny Bernatchez au palais de justice de Sept-Îles. Il y a 8 de vos membres, 8 agents correctionnels qui ont vécu beaucoup de stress et de peur autour de cette prise d'otage le 22 juin 2016. Il y a même deux personnes là qui sont vos membres également, qui sont encore en arrêt de travail, les deux qui ont vraiment été les plus proches de l'événement là. C'est le genre de choses quoi. C'est un peu la grande crainte des gens qui font ce métier-là, hein, d'être pris en otage, quoi. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que ça fait partie des grandes hantises là du milieu correctionnel. C'est un événement qu'on veut pas vivre, qu'on veut pas faire partie. Je vous dirais que l'ensemble du réseau, là, quand l'événement est arrivé, a tombé là quand même là face à cette situation-là, parce que il y a aucun agent correctionnel qui veut vivre cette situation-là. Il y a aucun membre du personnel dans l'établissement carcéral qui veut vivre ce genre d'événement-là. Et pour nous, c'est clair que on doit s'attaquer à ce problème-là pour éviter que ce genre de situation-là, au maximum, se reproduise. Oui. Et là, justement, on nous dit qu'il y a eu quand même des ajustements. J'imagine que le syndicat a regardé le dossier d'assez près, a fait des recommandations. Est-ce que vous sentez que vos membres ont encore beaucoup de peur et de stress actuellement? Ben, c'est sûr que ça revient un peu dans l'actualité. On l'a vu là avec les sentences qui ont été imposées. Donc, c'est revenu quand même là ressasser ces événements-là. Mm-hmm. Et c'est pas des événements qu'on oublie. C'est quelque chose qu'on doit toujours se rappeler, qu'on doit au niveau sécurité justement faire des adaptations, ce qui a été fait en partie. Mais il est clair que pour nous, l'adaptation majeure, ça sera quand la nouvelle établissement de Sept-Îles sera mis en fonction. Et actuellement là.
on voit qu'il y a des retards et on n'a pas d'écho du ministère à savoir quand qu'elle va ouvrir, l'établissement de Sept-Îles, tout comme celle de Sorel, tout comme celle d'Amos d'ailleurs. Et pour nous, c'est préoccupant qu'on n'ait pas de réponse non plus, et préoccupant pour les membres de Sept-Îles qui ont bien hâte aussi de se retrouver dans leur nouvel établissement. Une publicité médiatique comme celle des dernières semaines, derniers mois avec la prise d'otages, les retards avec le centre de détention, est-ce que c'est de plus en plus difficile de recruter des gens pour venir travailler ici? Ben, c'est sûr que c'est pas un milieu qui est facile, c'est pas un milieu qui est connu non plus. Je pense que c'est un milieu que le ministère aurait tout intérêt à promouvoir, aurait tout intérêt à faire connaître également de la population. Je dirais, il y a personne, je pense, qui fait au départ de sa vie de plan de carrière de devenir agent correctionnel parce que c'est un milieu méconnu. On travaille derrière des portes closes, on travaille dans un milieu fermé. Et tout ce que la population voit, c'est ce qu'ils voient à la TV, alors que c'est très loin de la réalité, c'est très loin de ce qu'on vit. Et c'est sûr, quand il y a une publicité comme ça vient un peu ramener les gens à dire, ouais, il y a un risque qui existe au niveau correctionnel. Il y a un risque à l'intérieur parce que la clientèle avec laquelle on travaille, c'est une clientèle qui a été jugée trop dangereuse pour être dans la population par un juge, par un tribunal. Donc, on a gardé à l'intérieur pour assurer la sécurité de la population, de la communauté. Mais à l'intérieur des murs, oui, il y a des risques, mais je pense que c'est un métier qui gagne à être connu là, par la population puis par les gens qui voudraient faire carrière là. Je reviens sur vos membres. Là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler aux deux madames qui ont été pris en otage. Ça ne doit quand même pas être joyeux à vivre, là, mais là, pas du tout. Ce sont des victimes carrément là-dedans. Là. Est-ce que ces personnes-là ont des conditions suffisantes ou un encadrement pour pouvoir traverser tout ce qu'elles ont vécu, là? Ben, je dirais que c'est sûr, c'est une situation qui est particulière. C'est sûr qu'à cet égard-là, comme c'est existe sur le milieu du travail, c'est sûr que la CSST là est au dossier. C'est sûr qu'on souhaite le rétablissement de ces gens-là le plus ardemment possible. Je pense qu'à l'ensemble du réseau, l'ensemble des agents correctionnels au Québec le souhaitent et sont derrière eux là. Face à ces événements-là, face au rétablissement également, là, que c'est sûr qu'au niveau psychologique, c'est qu'il y a quand même là assez particulier comme situation. Oui, ça se voit plus bien des prisons dans le sous-sol d'un palais de justice comme on a à Sept-Îles. Là, c'est un peu pour ça qu'on en voulait une nouvelle. On l'a attendu pendant 30 ans, là, elle est construite, puis on l'inaugure pas. Est-ce qu'à votre avis, avec la nouvelle prison là qui est dans le secteur Ferland à Sept-Îles, ça se serait passé différemment l'événement du 22 juin? C'est sûr que le risque zéro n'existe pas. Là, on se le cachera pas. Au niveau correctionnel, il y a toujours des risques. Par contre, les nouvelles infrastructures permettent d'être plus sécuritaires là, que des prisons comme l'ancienne de Sept-Îles actuelle. Là. C'est sûr qu'on essaie là qu'il soit amélioré à chaque construction, d'améliorer puis d'apprendre des erreurs du passé. Est-ce que c'est toujours le cas? Je crois que non. Je crois que le ministère a encore beaucoup à apprendre, mais il y a quand même des améliorations. Et non, je crois que oui, ça se serait présenté probablement différemment avec les nouvelles infrastructures. Bon. Et je pense que vous êtes en négociation, Monsieur Lavoie, pour les agents correctionnels avec le gouvernement du Québec. Là, ça s'est pas réglé avec le Front commun l'an dernier, puis tout ça. Ça se passe bien, la négo? J'ai l'impression que quand il arrive des événements comme ça vient justifier des demandes peut-être pour un syndicat, là. Parce que votre monde travaille, écoute, c'est dangereux. Travailler comme agent de la paix, des fois, hein? Ben, c'est sûr que pour nous, la santé et la sécurité est une priorité. Est-ce que ça se règle bien? Je vous dirais, ça fait 2 ans, pratiquement 2 ans qu'on est sans contrat de travail. Donc, de poser la question, c'est d'y répondre, c'est qu'on n'a toujours pas d'entente intervenue. On essaie d'avancer. C'est sûr qu'il y a toujours la question financière. Quand on parle de santé et sécurité, on parle aussi d'argent. Ça, c'est toujours plus compliqué avec le gouvernement. Oui. Eh bien, Monsieur Mathieu Lavoie, je rappelle que vous êtes président du syndicat des agents de la paix du service correctionnel du gouvernement du Québec. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous par téléphone en direct, là. Puis je vous laisse finir votre tempête chez vous. Bonne fin de tempête. Merci, au revoir. Au revoir. Pour l'achat le plus important de votre vie, faites confiance à une équipe professionnelle. L'équipe de Royal Lepage Perfection. Plus que des courtiers, des conseillers à l'écoute de vos besoins. Rencontrez votre institution financière avant de magasiner afin d'avoir la maison parfaite qui correspond à vos moyens. Avec Royal Lepage Perfection, profitez toujours de la protection royale gratuite pour l'achat et la vente de votre propriété. Votre protection contre les vices cachés, les délais d'existement, les cotisations spéciales en copropriété et l'assistance juridique. André Lessard, Martial Lévesque, Lynn Véro
Perrault et Michel Rousseau sont là pour vous accompagner. Pour nous joindre, 968-3900. Royal Lepage Perfection. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Et Tommy, pour conclure l'émission Côte-Nord Attitude, on parle aujourd'hui du défi J'arrête, j'y gagne. On a invité Véronique Lanoux du Centre intégré de santé et services sociaux ici à Sept-Îles pour nous en parler. C'est un beau défi. Il y a beaucoup de gens sur la Côte-Nord qui ont réussi, grâce à ce défi, à arrêter de fumer. Bonjour Véronique. Bonjour. Arrêter de fumer en 2017, ça serait bienvenu. Hein? Aujourd'hui, on entend tellement toutes sortes de choses sur le tabac. Ben effectivement, dans les dernières années... En plus, c'est rendu compliqué de fumer. Il faut être à 100 mètres de telle bâtisse, puis à 20 de l'autre là-bas, puis... Ben les nouvelles lois ont fait beaucoup augmenter cette progression-là pour les fumeurs d'arrêter de fumer. Je pense que la pression sociale se fait de plus en plus sentir. Puis je l'entends de plus en plus souvent quand les gens viennent me rencontrer par rapport à ça. Là. Et les moyens aussi. Avant, là, on parlait des gommes Nicorette ou des patchs. Maintenant, il y a ça, mais il y a d'autres moyens qui se sont ajoutés à ça. Les recherches en termes médicaux, si on veut, ont avancé aussi de ce côté-là. Oui, ils ont développé des nouveaux produits dans les dernières années. Mais ça, ces produits-là, c'est sûr que les gens peuvent essayer toutes sortes de recettes, mais à la base, il faut vraiment qu'ils évaluent c'est quoi leurs habitudes de tabac, c'est qu'est-ce qu'ils ont essayé, qui a fonctionné, qui a pas fonctionné. Fait qu'il y a quand même un petit travail à faire si on la veut que ça volonté. Si on n'a pas la volonté, ça sert pas grand-chose. La volonté puis la préparation, évidemment. Okay. Mais changer le tabac pour les fausses cigarettes de boucan, les vapoteuses, c'est pas bon ça, non? Ben, changer une béquille pour un autre? Pour pouvoir... On le sait pas si c'est bon ou c'est pas bon. Ben c'est ça. Va falloir encore entendre après les données des prochaines années. Là, c'est sûr qu'ils travaillent de plus en plus là-dessus. Il y a des recherches qui sortent, mais on n'est pas encore assez sûr de ce que ça peut amener comme conséquence, puis des produits qui se trouvent à l'intérieur aussi de ces cigarettes-là. Mais moi, Véronique, j'en connais des fumeuses, des fumeurs, puis c'est des fumeurs de longue date. Là, c'est une vieille habitude fumer. Les gens dans la cinquantaine comme moi, là, on est nombreux quand même à avoir développé cette mauvaise habitude-là. Puis on est pris avec. C'est pas facile d'arrêter de fumer. Non, c'est pas facile d'arrêter de fumer. Puis c'est pour ça, tantôt on parlait, la motivation, c'est important. La préparation, c'est important. Et puis oui, toutes ces petites habitudes-là qu'on a développées, un fumeur que ça fait 40, 50 ans qui fume, il peut pas du jour au lendemain, s'il a pas essayé de changer certaines habitudes, c'est sûr que ça demande un petit peu d'investissement là, personnel si on veut que ça fonctionne bien. De toute façon, les études le prouvent, ça prend de 4 à 7 tentatives pour que les fumeurs réussissent à arrêter. Quand même. Fait que faut pas perdre de courage, puis faut pas que les gens s'en veulent si ils ont vécu un échec par le passé. Ça veut pas dire que ça va être comme ça à chaque fois. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui a pas fonctionné puis justement trouver des solutions là pour pas que ça arrive. Je voyais un communiqué de ton employeur là, le Centre intégré de santé et services sociaux. Cette fois-ci, c'est la bonne avec le défi J'arrête, j'y gagne. Ça c'est le titre du communiqué. Mais on nous apprend quand même qu'il y a une étude québécoise qui dit qu'on sur la Côte-Nord, on est une plus grande proportion de fumeurs. Hein? Est-ce qu'on comprend pourquoi ça fume beaucoup, ça, Côte-Nord? Ça fume beaucoup. On le sait que dans les dernières années, il y a eu quand même une petite diminution de fumeurs, mais quand on se compare au reste du Québec, on demeure quand même avec des taux pas mal plus élevés que le reste de la province. Et comme le disait Tommy, il y en a plein des propositions aux fumeurs pour arrêter. Pourquoi le défi J'arrête, j'y gagne? Là? C'est-tu efficace, ça, d'abord? Ben, ils se rendent compte, c'est parce qu'en fait, encore une fois, c'est changer les habitudes. Des fois, les gens vont se donner un défi justement comme ça pendant 6 semaines, puis là, ils savent que dans le temps, c'est planifié, ça va être pendant une période donnée, fait que ça leur donne une motivation de plus. Puis en même temps, il y a des études qui prouvent que justement de changer des habitudes pendant 6 semaines, ça augmente les chances chez les gens de réussir puis que ça fonctionne par après. Fait que le but justement, la durée de ce défi-là, puis c'est basé sur le soutien, finalement. On est plusieurs ensemble à essayer de remonter, de relever le même défi. Ça fait qu'on s'encourage, on s'envoie des textos, des messages. Oui. C'est un peu pour ça que ça fonctionne, là. Il y a des gens qui sont capables d'arrêter de fumer tout seul, puis d'autres que ça lui prend quelque chose, un petit coup de pouce. Puis maintenant, ils ont développé aussi des nouveaux outils avec le défi. Fait que oui, les gens ont des références pour venir dans les centres d'abandon, mais il y a aussi le soutien de Oui, j'arrête. Il y a le SMAT maintenant
maintenant, qui est une application sur les téléphones que les gens peuvent avoir. Puis il y a des blogs en ligne, il y a toutes sortes de choses pour les aider là-dedans, supporter. Des fois, juste d'aller lire puis dire telle chose, je l'ai pas essayé, moi, ce truc-là, ça pourrait m'aider. Fait que ça augmente encore plus là, les chances. De faire la promotion là en début d'année comme ça, les gens ont peut-être pris la résolution en 2017, je me dois d'arrêter de fumer. Là, ils ont essayé durant les premières semaines, c'est pas facile par eux-mêmes. Là, ils commencent à être à bout de ressources. C'est là que vous intervenez. Oui. Ben, même ça peut être avant ça. Mais c'est sûr que oui, à un moment donné, des fois, les gens, quand ils viennent, j'ai essayé plein de choses, ça fonctionnait pas. Puis des fois, juste le support d'avoir quelqu'un qui est là, qui continue de nous appuyer, qui nous appelle, qui nous aide à trouver d'autres solutions parce qu'on le sait que quand les envies de fumer sont là, on pense plus à autre chose. Fait que trouver des solutions, ça devient difficile. Mm-hmm. Et là, le prochain défi, j'arrête, j'y gagne, c'est du 6 février au 19 mars. On le disait, c'est 6 semaines. Là, c'est vraiment le temps de s'inscrire. Oui. C'est sur le site Internet. On peut peut-être contacter. Il y a peut-être d'autres trucs aussi au CLSC ici à cette île. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, les deux solutions, si on peut appeler ça comme ça, sont bonnes. Fait que les gens peuvent présentement s'inscrire. C'est à noter parce que les dernières années, le défi était du 1er mars au 15 ou 19 avril. Fait que là, cette année, les dates ont changé. Fait que c'est vraiment du 6 février au 19 mars. Fait que les gens sont incités à s'inscrire présentement. Puis il y a rien qui empêche. Ils peuvent s'inscrire au défi puis venir aussi consulter en centre d'abandon au CLSC pour rencontrer quelqu'un. Fait que ça fait juste encore plus augmenter les chances de réussite. Fait que... Puis toi, t'es là au CLSC, au centre d'abandon. Ça fait qu'il y a une équipe très sympathique pour nous accueillir en plus. Oui, ça peut être des rencontres individuelles, ça peut être des rencontres de groupe. Fait qu'on s'ajuste vraiment à la demande des gens là. Avec ce qu'ils ont besoin. Donc, vous avez pas de raison de ne pas essayer, au moins essayer d'arrêter de fumer. Oui. Génial. Essayez. Véronique Lanoux du CLSC de Sept-Îles, un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Et Tommy Auger, un gros merci pour la co-animation de Côte-Nord Attitude. Je rappelle que tu es journaliste à Cogeco TV. Yes. Pour vrai, dans la vie, là, tu fais juste m'aider un petit peu 2 midis par semaine. Je viens m'amuser 2 midis par semaine. Hey, surveillez. Qu'est-ce que tu nous as préparé à Cogeco TV? Ben, j'ai été prendre des images du skatepark intérieur qui avait lieu au Centre des Congrès vendredi dernier. Vendredi et samedi. Fait que j'ai été filmer des jeunes en train de faire des passes de skate puis de BMX. Surveillez ça, à connecter sur ce téléparc-quartier dès mercredi 18h30. On va voir des images de jeunes la tête en bas. En tout cas, c'est fun une fois de temps en temps. Et demain, à Côte-Nord Attitude, je serai en compagnie de Valérie Dionne à l'animation de notre émission d'actualité et d'affaires publiques. Au revoir, bon après-midi tout le monde.